Nous avons vu que l'utilisation de la méthode nous a permis de faire évoluer votre manière d'analyser les informations. Mais il est vrai que pour beaucoup d'entre elles, elles ne figurent pas forcément dans votre centre d'intérêt principal, et particulièrement certaines d'entre elles trop proches de la recherche et de la science. Certains d'entre vous trouveront ces informations rébarbatives et dépassant votre environnement traditionnel. Pourtant, nombre d'entre elles viennent confirmer ce que nous avons dit précédemment. Pour ce faire, nous allons essayer de vous les donner en les rendant les plus accessibles possibles pour votre compréhension. Quant à ceux qui s'y sont déjà intéressés, ils retrouveront des informations complémentaires. Commençons par vos origines. En effet, Darwin, avec sa théorie de l'évolution, a bousculé des acquis bien ancrés. Dans la généralité, vous descendez du singe. En êtes-vous bien sûr? Pour des scientifiques, cela n'est pas certain. Et pourquoi? Avec le film « L'Odyssée de l'espèce », l'on comprend mieux cette évolution. Alors oui, Lucie est l'un des premiers quadrupèdes à avoir évolué progressivement vers le bipède. En ce temps, par alternance debout, mais en continuant à utiliser la position quadrupède. Puis ses descendants évolueront progressivement. On retrouvera pêle-mêle habilis, ergastène, erectus, néandertal, Cro-Magnon. L'on découvre que ce dernier rencontre Homo sapiens. Mais si cela est, alors Homo sapiens ne descend pas de Cro-Magnon. Mais qui est-il? Car c'est bien là que se pose la question. Si ces deux espèces se rencontrent, c'est que l'une n'est pas la descendante de l'autre. Et la théorie de Darwin devient une réalité, la chaîne n'est donc pas continue. Mais dès lors, d'où vient Homo sapiens? Et c'est là que la méthode vient vous aider. Vous avez vu que malgré vos réticences, la vie extraterrestre n'était pas une utopie. Mais qu'en étudiant et analysant avec la méthode, et en tenant compte des recherches effectuées jusqu'à ce jour, les exoplanètes pourraient être porteuses de vie intelligente. Que donc, comme le dit Rémi Alvac dans son roman 21e siècle la fin, et les suivants, nous sommes le résultat de recherches faites par le peuple d'Alanda, qui se trouve à environ 600 années-lumière de la Terre dans la constellation d'Orion, et dont, d'ailleurs, il parle aussi dans Rencontre avec nos frères galactiques. Vous voilà sur un chemin bien différent de ce que l'on veut bien vous décrire. Nous constatons que ceux qui vous dirigent sont en train de faire le grand écart entre vérité et mensonge, en n'arrivant plus à maîtriser l'information. Mais continuons avec ce que j'appelle les dangers de la recherche, et qui d'ailleurs inquiètent au plus haut point vos frères galactiques. Le LHCN, qui est le centre de recherche situé à Genève et qui utilise un anneau très long de plusieurs kilomètres, qui est un accélérateur de particules, offre aux chercheurs des possibilités qui les ont amenés à orienter leurs recherches sur les trous noirs. Toutefois, dans l'espace, les trous noirs sont, au départ, des étoiles dont la masse dépasse 8 fois celle de notre Soleil, et qui en fin de vie deviennent des supergéantes rouges qui explosent en supernova et qui, selon leur masse, à cet instant, se transforment en étoiles à neutrons si leur masse est faible, ou bien deviennent un trou noir si leur masse est plus élevée. L'ennui, c'est qu'un trou noir absorbe tout ce qui se trouve autour de lui, y compris la lumière. Voilà que des humains incapables de maîtriser la matière envisagent de créer artificiellement, pensent-ils, un trou noir dans leur accélérateur de particules. Pensent-ils être à même de maîtriser ce phénomène? On peut en douter. Car dans la nature, les réactions en chaîne font partie de la vie d'un univers. En conséquence, sont-ils en mesure de rester maîtres de la situation? D'après les réponses faites par ceux interrogés, la certitude n'est pas de mise. Et les hésitations flagrantes dans les réponses n'augurent rien de certain. Une fois de plus, les humains jouent les apprentis sorciers sans même se soucier des conséquences, qui là n'affectent plus votre vie, à vous, mais risquent de mettre en péril des civilisations qui, sur leur planète, auraient la malchance de se trouver trop près de la création d'un trou noir, là où ils n'auraient jamais dû être. Mais continuons dans notre découverte des recherches, que l'on peut considérer comme inquiétantes pour l'avenir de la race humaine. Les neurosciences posent-elles aussi des craintes? En effet, nous avons précédemment parlé des recherches sur l'optogénétique. Les résultats démontrent que l'interaction entre l'hippocampe, partie du cerveau qui joue un rôle central dans la mémoire, et l'amygdale, censée être une sorte de chambre de stockage des réactions positives et négatives, est plus flexible que ce que l'on pensait jusqu'à présent. Les expériences sur des groupes de souris en leur injectant une protéine d'algue sensible à la lumière a permis de suivre la formation d'une inscription en mémoire en temps réel, et à la réactiver à leur gré grâce à des impulsions lumineuses. Toutefois, le phénomène n'a pu être observé qu'en agissant sur l'hippocampe, sensible au contexte environnant, alors qu'il n'a pas été possible d'influer sur l'amygdale.
Tiens, la nature aurait-elle prévu de protéger cette partie du cerveau contre toute intrusion? Le docteur Susumu Tonegawa a précisé qu'à l'avenir, il espère pouvoir contrôler les neurones avec une technologie sans fil, sans outils intrusifs comme les électrodes, et potentiellement faire croître le nombre de souvenirs positifs par rapport aux négatifs. Que penser de tout cela? Voudrait-on vous faire revivre des souvenirs positifs à la place d'autres plus négatifs? Pour quelle raison? N'envisage-t-on pas de contraindre la vie humaine en tentant d'annihiler le libre arbitre? Nous avons vu qu'avec Neuralink, propriété d'Elon Musk, l'on veut implanter des puces dans le cerveau humain. Mais il y a aussi le développement des radiofréquences, avec son lot de problèmes particulièrement pour les personnes électro-hypersensibles, EHS, mais aussi pour les autres personnes dont on ne sait réellement quelles seront les conséquences sur la santé. Les autorités disent qu'il n'y a aucun risque, d'accord, mais si les technologies sont sans danger, alors pourquoi lorsqu'on parle de la 5G, on découvre des éléments qui sont parfois contradictoires? En effet, le développement de la 5G est dû au fait que les appareils connectés demandent de plus en plus de débits, une issue inévitable, et c'est là que surgissent les doutes. Car bien évidemment, cela se passe à l'échelle mondiale avec le projet OneWeb, qui prévoit la mise en place de 648 satellites émettant depuis des orbites à 1200 km. Les 10 satellites communiqueraient avec des antennes en point haut, celles-ci communiquant avec des locales et plus nombreuses. Parce que parmi d'autres éléments, en raison des très hautes fréquences choisies par la 5G, il n'est pas possible d'émettre avec la puissance sur de longues portées car les effets sanitaires seraient désastreux. Il faut donc déployer localement de nombreuses antennes de plus faible puissance, tous les 100 mètres en ville. Mais lorsque l'on vous affirme qu'il n'y a aucun danger, l'on vous ment. Puisque on s'en rend compte là, il faut multiplier les antennes pour éviter un désastre sanitaire. Mais en fait, on diminue la puissance, mais pour autant, dans la durée, qu'est-ce qui prouve que le risque n'existe pas? Car enfin, si sur de longues portées, on estime qu'il y a danger, sur de courtes distances, le danger diminue. Possible, mais est-il pour autant inexistant? Certainement pas. Mais une fois encore, on se préoccupe de l'instant présent, mais pas des conséquences dans l'avenir. Une fois de plus, le but recherché est l'argent, au détriment de la sécurité et de la qualité de vie. Et tout cela pourquoi? Pour avoir chez soi des réfrigérateurs, des téléviseurs, des montres et en tout un tas d'appareils connectés. Récemment, des chercheurs suisses viennent de s'apercevoir que les ondes de la 5G provoquent une augmentation de la température corporelle des insectes, pouvant provoquer une fièvre qui n'est pas sans conséquence pour leur métabolisme, leur développement et leur comportement. Et tout cela simplement parce que les insectes et la 5G ont tous les deux besoin d'antennes. Les premiers les utilisent pour se diriger et sentir, la seconde pour se propager d'un lieu à un autre de manière invisible, mais pas sans laisser de traces. Le danger est que les insectes souffrent déjà d'un effondrement dramatique de leur population avec des conséquences pour l'avifaune et tout l'écosystème, d'autant que jusqu'à présent la téléphonie utilisait des puissances de 6 GHz et qu'actuellement cette puissance est en train d'aller jusqu'à 120 GHz et pourrait atteindre 300 GHz prochainement. Est-on vraiment sérieux? Car si les ondes électromagnétiques peuvent avoir des conséquences sur les êtres humains, elles en ont aussi sur les champs magnétiques terrestres. La preuve, le pôle magnétique se déplace vers la Sibérie plus rapidement que prévu, obligeant les scientifiques à renouveler précocement le modèle permettant de recalibrer les instruments de navigation. Ce dernier étant passé d'un mouvement de 15 km par an dans les années 90 à 55 km par an ces dernières années. Mais il en est de même avec les conseils éclairés de certains qui se permettent de déterminer votre activité physique la mieux adaptée. Vous guider, pour ne pas dire imposer, dans votre alimentation. L'apparition de la télémédecine, que deviendront nos hôpitaux et cliniques de proximité? Que sera-t-il fait des données collectées sur chacun de vous? Dans quel but? À quel risque devez-vous vous préparer? Tout cela démontre, s'il le fallait, que nos gouvernants se retranchent derrière des éléments fournis par ceux-là même qui veulent imposer ces avances technologiques sous couvert du bien-être des populations. Ce qui est absolument faux, puisqu'il ne s'agit en fait que de faire du profit, même si les risques encourus sont connus. La 5G représenterait un montant financier avoisinant les 560 milliards de dollars. Pas étonnant que l'on veuille la booster. En a-t-on vraiment besoin? Cela veut dire qu'il n'y aura plus aucun moyen d'échapper à une pollution électromagnétique à grande échelle, que l'on soit en ville ou à la campagne. Lorsque l'on voit que l'enceinte connectée de Google a, suite à un bug fin 2017, enregistré à son insu un utilisateur américain, il est à penser que ce type de connexion est un danger pour les libertés individuelles. Vous vous dirigez vers un monde où vous serez espionné en permanence et où votre vie ne sera plus la vôtre, mais celle de ceux qui détiendront les clés de ces systèmes et qui vous imposeront leur volonté. Car avec son enceinte connectée, Google et d'autres vont rentrer dans l'intimité de vos foyers,
Ainsi pourront-ils, en tout cas le prétendent-ils, vous proposer des services en fonction de vos envies. Mais si aujourd'hui cela semble alléchant pour certains, il est à supposer que dans l'avenir ce ne soit plus vos souhaits qui soient réalisés, mais que l'on vous impose des choix dont vous n'aurez pas obligatoirement besoin. Tout comme la vidéosurveillance qui, si elle se présente comme un rempart à la criminalité, n'en reste pas moins un moyen de contrôle permanent pouvant amener à une disparition de la démocratie. Prenons un exemple. Vous vous retrouvez avec un réfrigérateur connecté, c'est lui qui passe les commandes, et à l'arrivée, vous vous retrouvez peut-être à consommer ce que ce dernier aura décidé et non ce que vous auriez souhaité. Alors bien sûr, cela ne se fera pas d'un seul coup, mais progressivement on orientera graduellement vos besoins vers ceux que d'autres auront souhaités. Est-ce cela la démocratie ? Soyez donc vigilants dans ce qui paraît une bonne avancée, mais qui en fait cache bien des risques sur votre libre arbitre et votre capacité de décision. Il faut toujours garder à l'esprit votre droit de décision et réfuter toute forme de système qui pourrait vous priver de votre droit inaliénable à la liberté. À ce jour, il est impossible d'évaluer la quantité d'informations personnelles recueillies, mais 2 chiffres nous indiquent la réalité. Android, le système d'exploitation de Google, équipe près de 85% des smartphones dans le monde. Le moteur de recherche, quant à lui, occupe 90% de parts de marché en Europe. Il collecte donc les recherches effectuées sur son moteur de recherche, les sites web, les vidéos regardées, la géolocalisation, l'adresse IP, les cookies, etc. Sans oublier les informations telles que votre nom, prénom, sexe ou votre date de naissance qui sont emmagasinées à l'ouverture d'un compte. Autant dire que Google vous connaît peut-être mieux que vos amis les plus proches. Certains spécialistes reconnaissent qu'il faut pouvoir comprendre les notions de big data, d'algorithmes, de cookies, confirmant que le développement d'Internet se fait dans une opacité technique et que plus il évolue, plus il devient complexe et donc plus il devient difficile à comprendre pour un internaute lambda. Tout cela confirmant de façon très claire les inquiétudes que vous devez avoir sur ces avancées technologiques qui, si elles ont un bon côté, n'en cachent pas moins d'autres beaucoup moins reluisantes. Mais continuons notre périple parmi les recherches faites par les humains, qui si parfois sont inadéquates, peuvent par ailleurs aller dans le bon sens. Mais voilà, l'humain est ainsi fait qu'il pense, comme pour la vie extraterrestre, détenir la vérité, pourtant qu'il en est loin. Il y a une décennie environ, l'on découvrait les fast radio bursts, ou sursauts radio rapides. Ces signaux cosmiques qui se manifestent sous forme d'ondes radioélectriques énergétiques et très brèves libéreraient plus d'énergie que le Soleil en 10 000 ans. Pour les physiciens Avi Loeb de Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics et Manavsvi Lingam de la Harvard University, une origine artificielle pourrait être envisageable. Selon l'étude qu'ils ont faite et qui est parue dans la revue Astrophysical Journal Letters, ils pensent que cette technologie pourrait être utilisée pour alimenter des voiles solaires. Sur Terre, cette technologie n'en est qu'à ses balbutiements, mais elle pourrait un jour révolutionner l'exploration spatiale, permettant par exemple d'atteindre Mars en quelques jours. Le projet Starshot, porté entre autres par le regretté physicien Stephen Hawking, en est un exemple. Mais continuons à suivre notre cheminement. Nous découvrons des recherches qui pourraient en résoudre bien des problèmes dans les zones très sèches. D'autant qu'avec le réchauffement climatique, cela risque de prendre de plus en plus de proportions. Il s'agit des MOF, Metal Organic Frameworks. Des chercheurs du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, et de l'Université de Californie ont travaillé sur des surfaces hybrides fabriquées à partir d'ions métalliques et de molécules organiques, pouvant ainsi combiner différents métaux et molécules organiques afin de créer des structures rigides et poreuses capables de stocker des gaz ou des liquides. Un prototype composé de cristaux du MOF comprimés entre un capteur solaire et un condensateur à plaques, le tout placé dans une chambre ouverte à l'air ambiant. Lorsque ce dernier se diffuse à travers le MOF poreux, les molécules d'eau s'attachent de façon préférentielle aux surfaces intérieures du dispositif. La lumière solaire entrant dans le dispositif réchauffe le MOF et conduit les molécules d'eau attachées vers le condensateur à température ambiante. La vapeur se condense alors, produisant de l'eau liquide potable qui est atterrie dans le collecteur. D'après l'étude, le dispositif semble pouvoir extraire 2,8 litres d'eau de l'air sur une période de 12 heures, en utilisant 1 kg de MOF, et cela dans des conditions d'humidité de 20 à 30%. Il s'agit là d'une avancée majeure dans le défi à long terme d'extraire de l'eau à partir de l'air sous une faible humidité, a commenté son créateur, le professeur Omar Yaghi de l'Université de Californie. Ces travaux présentent une nouvelle façon de collecter de l'eau à partir de l'air sans avoir besoin de fortes conditions d'humidité, tout en étant beaucoup plus efficace en matière d'énergie que les autres technologies existantes, a expliqué Evelyn Wang, ingénieure en mécanique du MIT, qui a travaillé sur ce projet. Mais si les résultats semblent déjà prometteurs, la technologie, elle, doit être encore perfectionnée. À l'heure actuelle, le MOF ne peut absorber que 20% de son poids en eau.
un rendement qui pourrait passer à 40% avec d'autres MOF selon les scientifiques. Ils pensent également que le matériau pourrait être modifié pour devenir plus efficace face à une plus faible ou plus forte humidité. Il ne s'agit pas juste d'un dispositif passif que l'on peut placer là pour collecter de l'eau. Nous avons maintenant posé les bases expérimentales et théoriques pour que nous puissions envisager d'autres MOF. Des milliers pourraient être produits afin de trouver des matériaux encore meilleurs, a estimé Omar Yaghi. Avec de meilleurs matériaux, ils pensent pouvoir mettre au point un dispositif capable d'absorber l'humidité durant la nuit et la transformer durant le jour pour obtenir de l'eau potable en continu. Cela pourrait également permettre d'améliorer l'invention afin qu'elle traite bien plus d'air et fonctionne à un rythme plus élevé. Avec cette étude, nous voulons démontrer que si vous êtes à court d'eau, quelque part dans le désert, vous pourriez survivre grâce à ce dispositif. Une personne a besoin d'environ une petite bouteille d'eau par jour, c'est une quantité qu'on pourrait collecter en moins d'une heure avec ce système, a conclu le scientifique. Peut-être un espoir pour les pays où la sécheresse ne cesse d'augmenter. Ce dont nous venons de parler présente deux faces de l'humain, un côté à risque et l'autre rempli d'espoir. L'ennui, c'est que l'on ne sait jamais à l'avance de quel côté cela va basculer. C'est ce qui faisait craindre à Stephen Hawking que notre survie ne se trouve ailleurs que sur notre planète. Car toutes ces recherches, comment doit-on les interpréter? Les recherches qui n'augurent pas un sens positif ou profitable à la race humaine. Doit-on s'en féliciter ou bien s'en inquiéter? Est-ce une excellente évolution ou bien un danger annoncé pour vos démocraties? Ceux qui sont à l'origine de ces recherches sont-ils au-dessus de tout soupçon ou sont-ils un danger réel pour leurs congénères? C'est peut-être pourquoi vos frères galactiques ont fixé la fin de ce siècle pour que vous parveniez, vous humains, à vous élever vers l'humilité, l'amour et la sagesse, afin de les rejoindre dans les différentes assemblées qui composent l'univers. Pour vous prémunir de l'appétit de certains, qui rêvent de devenir les maîtres incontestés et veulent maintenir les peuples sous leur domination. L'astrophysicien Stephen Hawking était en effet relativement méfiant quant au développement d'une potentielle intelligence artificielle qui pourrait basculer en de mauvaises mains, comme nous l'avons dit précédemment. Alors devez-vous laisser faire et attendre le désastre, ou bien vous rassembler et peser de tout votre poids sur vos dirigeants, pour leur faire savoir que vous n'êtes plus dupes de leurs intentions, même si parfois ces dernières leur sont imposées par les lobbyistes, dont la préoccupation première n'est pas le bien-être des populations, mais l'augmentation exponentielle de leurs revenus. Ce n'est pas en restant inactif que vous pouvez changer les choses, ce n'est pas non plus isolé que vous réussirez, mais bien en vous rassemblant, en regroupant de plus en plus d'hommes et de femmes, que vous pourrez obliger vos dirigeants à respecter l'essence même de la démocratie. Car c'est là le véritable danger et très certainement l'objectif des élites, faire en sorte que vous ne puissiez plus donner votre avis par le biais du suffrage universel en revenant à d'anciens régimes ou à des dictatures dans lesquelles vous n'aurez plus le droit de vous exprimer. Alors vous pouviez penser que l'action des Gilets jaunes allait permettre d'ouvrir la voie, oui mais voilà. L'humilité, l'amour et la sagesse ne sont pas l'apanage de certains d'entre eux qui réclament quoi finalement? Plus d'argent. Alors que le seul moyen que ce monde change, c'est justement d'éliminer l'argent. Alors bien sûr, rien ne se fera du jour au lendemain, car la France à elle seule ne peut changer le reste du monde. Il faut donc que par le biais de la communauté, vous étendiez cette volonté d'éliminer l'argent qui est le fossoyeur de la race humaine, que la communauté devienne le point de ralliement de tous les peuples de ce monde. Alors oui, les choses évolueront enfin, alors oui, vos frères galactiques verront que les peuples de la Terre ont compris leur message, alors oui, vos descendants pourront espérer rentrer de plein pied dans le monde de demain, en rejoignant enfin les institutions qui gèrent cet univers. Pour cela, il faut ouvrir le débat et faire en sorte de ne pas permettre à certains de transformer une volonté de changement en une débauche de violence, car alors c'est permettre aux gouvernants de reprendre la main en attisant la peur. Une table de discussion vaut toutes les manifestations de rue qui se terminent invariablement par des déchaînements de violence gratuites et inutiles, qui font progressivement basculer l'opinion des peuples. Le changement, oui, mais dans l'humilité, l'amour et la sagesse. Comment croyez-vous que vos frères galactiques aient réussi leur union, mais en suivant les 3 points du triangle, en respectant les lois universelles et le libre arbitre? Car quel être vivant ne souhaiterait pas vivre dans la paix, l'amour et la sérénité? Aucun. Il existe au fond de chacun d'eux l'espoir d'un monde de tranquillité et de bonheur pour eux et leurs descendants. Si vos frères galactiques ont réussi à atteindre ce but, pourquoi les humains ne le pourraient-ils pas? Bien sûr, tout ce que nous avons dit précédemment doit devenir le chemin à suivre. Ce n'est pas en restant bloqué sur le matériel que l'évolution sera possible. Mais si l'on parvient à faire prendre conscience que c'est l'argent, donc le matériel, qui est responsable de tous les maux que subissent les humains, alors peut-être pourrez-vous considérer que vous avez fait un pas de plus vers le monde de demain et vous aurez ouvert la voie à suivre pour les générations futures. À bientôt sur notre chaîne, que la lumière vous accompagne dans votre quête.